Salut à tous, je suis Clément. Vous êtes ici sur un nouvel épisode de La Gagne. Si vous venez de nous rejoindre, sachez qu'avec Ophélie et Martin, nous interviewons sur ce podcast de grands sportifs français. Toutes les 2 semaines, nous avons l'honneur de recevoir à notre micro un grand champion et nous retraçons ensemble l'une des compétitions les plus marquantes de sa carrière. Il s'en rappelle comme si c'était hier. Jean-Jacques Haïn, 65 ans, nous raconte sa journée du 9 juillet 1981 qui marque un tournant incroyable de sa carrière de pagayeur. Avec son coéquipier Daniel Jacquet, que l'on salue au passage, il rafle le titre de champion du monde de canoë biplace en descente de rivière haut la main. 39 ans après, les souvenirs sont intacts. Jean-Jacques, champion hors norme dans sa catégorie, nous met les poils. Il raconte avec recul et émotion la compétition, de la veille à cette fameuse descente contre la montre pendant laquelle tout se joue, jusqu'au chant de la Marseillaise sur un podium exclusivement bleu-blanc-rouge. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de La Gagne. Donc aujourd'hui on se retrouve chez moi, à la maison, avec uniquement mon frère Martin. Ophélie n'a pas pu se rendre disponible ce matin pour des raisons professionnelles. Dans cet épisode aujourd'hui nous avons l'immense honneur d'accueillir un champion du monde. Donc bonjour Jean-Jacques, bienvenue au micro de La Gagne. Bonjour. Donc Jean-Jacques, on va commencer tout de suite par la première question. Qui es-tu ? Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oui, Jean-Jacques Haïn, donc retraité, 65 ans. J'ai fait toute ma carrière au ministère des Sports. Et maintenant, j'ai ouvert une petite entreprise de location de canoë sur la Seille, vers Louhans et la Truchère. Donc comme tu l'as dit, donc ton sport c'est le canoë. Canoë-kayak. Le canoë-kayak, oui, et les disciplines associées, puisque maintenant on a quand même ouvert cette fédération à tous les sports de pagaie. Donc on s'occupe aussi du stand-up paddle, du dragon boat, de la pirogue, etc., etc. Ok, merci Jean-Jacques. Donc on a vu que tu avais un sacré palmarès donc, au niveau du canoë-kayak. On t'a vu plusieurs fois champion du monde. Sur quel événement tu aimerais nous faire partager aujourd'hui ton titre de champion du monde ? Ma dernière course, c'était à Bala en 1981 et c'était mes 2 titres de champion du monde, un individuel et un par équipe. Et une petite question encore, est-ce que tu vis de ton sport à cette époque-là ou c'est plutôt un loisir et comment surtout tu es tombé dans ce sport ? Qu'est-ce qui t'a fait décider de faire du canoë-kayak ? Alors, donc j'habitais à Auxerre, j'étais tout jeune, 12 ans, et je jouais au foot. Donc j'étais un peu repéré au niveau du foot à Auxerre, mais tous mes copains étaient au canoë-kayak et ils disaient c'est plus sympa parce que t'as pas d'horaire, tu viens quand tu veux et on s'amuse comme des fous. C'est vrai que c'était une cabane en bois à l'époque et je me rappelle très bien, le soir on pouvait même faire un petit feu pour faire nos saucisses et nos pommes de terre cuites. Donc c'était vraiment une autre ambiance que le foot. On va parler du canoë-kayak. Est-ce que tu peux nous rappeler vraiment les règles de base du canoë-kayak ? Alors il y a 2 règles de base. Le kayak, on est assis avec une pagaie double. Le canoë à genoux avec une pagaie simple. Donc toi, c'est canoë, champion du monde de canoë-kayak. Alors je suis champion du monde de canoë biplace, en descente de rivière. Donc, c'est important de le dire. Parce donc tu étais avec quelqu'un ? Oui, j'étais avec un équipier. Donc on a couru pendant 6 ans ensemble, jusqu'au championnat du monde en 81. On peut le citer, Jean-Jacques ? Oui, bien sûr, Daniel Jacquet, avec qui on a passé de merveilleux moments, d'autres un peu plus difficiles, surtout quand on perd, mais quand on gagne, c'est merveilleux. Lors de cette pratique du canoë-kayak, est-ce que tu as changé de club ou tu es vraiment resté fidèle à un seul club ? Alors, jusqu'à mon titre de champion du monde, je suis resté dans le même club. Le club d'Auxerre, c'était un des plus grands clubs français et ce qui a permis aussi de sortir pas mal de champions. J'ai arrêté dans un tout petit club, je ne sais pas si j'aurais eu cette carrière dans le sport. Et donc vous êtes 2 dans le canoë. Est-ce que tu te retrouves devant ou derrière ? Dans quelle position ? Est-ce que c'est tout le temps la même position ou pas ? Oui, alors une fois que les places
sont définis, on ne bouge plus. C'est-à-dire que moi j'étais devant. Devant, il faut être un peu plus moteur et aussi avoir un peu plus le sens de l'eau. Par contre, derrière, c'est un travail très difficile puisqu'il faut maintenir le bateau droit et également suivre le pagayeur qui est devant soi. Donc un travail de coordination très très important. Est-ce que tu peux nous raconter rapidement comment se déroule une course ? Quand tu es dans le bateau, tu es en rivière, c'est ça, tu m'as dit ? Alors, une course se déroule, la descente de rivière à l'époque, c'était des courses assez longues, hein, entre 20 et 30 minutes. Donc, très difficile à gérer, hein, puisque la descente de rivière, on n'a pas que du plat, hein, que de l'eau plate, on a surtout des rapides. Et dans ces rapides, il faut aller vite, mais à la sortie des rapides, il faut aller encore plus vite. Et est-ce que tu dois passer des portes ou quelque chose comme ça ou non ? Non, alors la descente de rivière, c'est contre la montre. On part toutes les minutes et c'est celui qui fait le meilleur temps qui gagne. Est-ce que tu t'entraînes tous les jours ou L'entraînement a lieu tous les jours. La semaine, c'est assez simple, hein, c'est toujours les mêmes horaires. Hein, c'est-à-dire qu'on s'entraînait de 6h30 à 8h et le soir de 17 à 20h. Tu réussissais à allier ta vie pro et ta vie de sportif? Oui, alors j'avais quand même la chance d'être à l'époque employé par le ministère des Sports, donc ce qui permettait de pouvoir s'entraîner tôt le matin et aussi le soir. Qui dit entraînement dit coach. Est-ce que tu te rappelles le nom de ton coach? Je pense que oui. Oui, alors j'en avais deux. Sur le club d'Auxerre, il y avait quelqu'un qui avait fait qui a fait les Jeux Olympiques, Gérald Delacroix, et l'autre qui a fait aussi les Jeux Olympiques mais en slalom, François Bonnet. Et quand tu t'entraînais tout le temps avec ton camarade? Ah oui, c'était pratiquement obligatoire, surtout en bateau. Par contre, tout ce qui était musculation, natation, footing, on arrivait parfois à le faire séparément. Et ça, c'était en plus donc de ton temps sur l'eau? En fait, tout était compris. C'était à peu près 5h30 d'entraînement par jour. Et donc, on était pratiquement 5h30 ensemble. On va parler maintenant, si tu veux bien, Jean-Jacques, de ta gagne. Voilà, donc quelle victoire, quelle médaille, quel titre t'aimerais nous faire partager aujourd'hui? Alors, c'est surtout le titre individuel à Bala, au Pays de Galles. C'était les derniers championnats du monde que je faisais, c'est annoncé, puisque après j'étais muté à Dijon. Donc, c'était ma dernière course officielle pour l'équipe de France. Donc quand tu dis championnat individuel, tu es quand même avec ton partenaire. Mais oui. Alors qu'est-ce que ça veut dire championnat individuel si vous êtes deux? Est-ce que alors, tu peux nous expliquer voilà, il y a plusieurs catégories en descente de rivière. Il y a le kayak homme, le kayak dame, le canoë mono homme et le canoë biplace homme. Le lieu, est-ce que tu peux nous le rappeler? Alors le lieu, c'était au Pays de Galles. C'était une rivière pas très difficile, à part 3 passages. C'était Bala, un petit village au Pays de Galles, très sympathique. Est-ce que tu te rappelles le mois que c'était, la date? Oui, exactement. C'est ça, je me rappelle très bien. C'était au mois de juillet et on courait le 9 juillet. Pourquoi tu choisis de nous faire partager cette victoire et pas une autre? Parce que déjà, c'est la dernière et c'est vraiment la plus belle, puisque c'était l'aboutissement d'une carrière. Et surtout, avec l'entraînement qu'on avait fait, on avait quand même de fortes chances de gagner. On savait que sur les autres compétitions internationales, on était pratiquement tout le temps en tête sur une année. Donc, il n'y avait pas trop de problèmes pour être à cette compétition. Donc, plutôt confiant à l'inscription Assez confiant. Inscription, ça veut dire que tu as eu des qualifications pour arriver à ces championnats ou Oui, bien sûr, on avait des qualifications. La chance qu'on a eue cette année-là, c'est que comme on avait fait des très bons résultats l'année d'avant en Coupe d'Europe, on était sélectionné d'office. Donc moins de pression par rapport aux autres bateaux, puisqu'il y avait un bateau de sélectionné par catégorie suite au championnat d'Europe pour les Français. Et ce qui a permis de nous préparer vraiment sereinement. Au Pays de Galles, tu y vas avec ta famille, ton coach qui se déplace aussi ou c'est plutôt... Non, alors... En fait, les familles ne venaient pas souvent sur les compétitions. On n'est pas comme dans d'autres sports où on emmène toute la famille. Là, non, c'était vraiment très, très réglementé, nos compétitions. C'est-à-dire que la famille pouvait venir voir les courses, mais on ne les voyait pratiquement pas. Et puis, on est parti quand même pratiquement 15 jours au Pays de Galles avec une préparation en France de pratiquement aussi 15 jours.
Donc ça fait presque un mois où la famille, on la voyait très très peu. Vous êtes parti 15 jours au Pays de Galles, pardon. C'est Oui. pour connaître la rivière. Vous avez eu des essais à faire sur la rivière? Ah ben, de toute façon, oui, en descente de rivière, on est obligé de reconnaître. Et on la connaissait déjà puisque l'année d'avant, il y avait eu les pré-championnats du monde. Et puis, on était allé en stage à quelques-uns à Pâques cette année-là pour justement vraiment nous préparer. Et vous allez donc au Pays de Galles sous le signe du coq. Vous êtes. Ah oui, là, c'est vraiment l'équipe de France. On représente l'équipe de France, la France. Est-ce que tu te rappelles où est-ce que tu as été hébergé? Est-ce que vous étiez tous dans un hôtel? Alors, l'hébergement au Pays de Galles était très compliqué. On était par catégorie dans des petites maisons chez l'habitant. En fait, c'était assez sympa puisqu'on se retrouvait les trois bateaux canoë biplace. On s'est retrouvés à 6 dans la même maison avec des chambres individuelles. Et le petit déjeuner se faisait avec les six partenaires, puisqu'on ne peut pas dire que c'était des adversaires, mais des partenaires, puisqu'on avait besoin d'eux aussi pour performer. Et puis le midi et le soir, la fédération avait loué un grand chalet. Oui, un grand chalet où on se retrouvait tous, les entraîneurs, les compétiteurs, et on mangeait tous ensemble. Donc là, vraiment, on va parler un peu plus de cette compétition et on va revenir vraiment la veille de la compétition. Est-ce que tu as déjà pris connaissance du planning? Est-ce que tu sais à quel moment tu vas être sur la rivière avec ton... Oui, bien sûr, puisqu'il y a des listes de départ qui sont tirées au sort. Alors, la chance que l'on a eue, c'est que comme on était dans les meilleurs mondiaux, il y a des séries, c'est-à-dire on est première ou deuxième ou troisième série, et la première série part toujours en dernier. Et dans la dernière série, il y avait 5 bateaux, et dans les 5 bateaux, le tirage au sort nous a favorisés puisqu'on s'est retrouvés à partir les derniers de la catégorie. Donc là, vous avez tous les temps de passage des adversaires, ça vous permet un peu de vous jauger par rapport à vos adversaires et tout ça. Oui, alors c'est vraiment important la grille de départ sur ces courses. Et là, c'est vrai qu'à chaque passage, on avait 5 chronos intermédiaires et on a eu tous les chronos intermédiaires de tous nos concurrents. Tu peux nous expliquer vraiment la compétition? Il y a des qualifications dans la compétition? Non, alors... Vous faites plusieurs... Est-ce qu'il y a un petit peu comme un système, je vois ce que tu veux dire, Martin, est-ce que c'est des huitièmes, quarts, demi et finale? Ou un peu comment ça se déroule? Voilà. Non, pas du tout. En descente de rivière, les équipes nationales engagent leur bateau et après, en fonction de la série que l'on a, on est tiré au sort. Il n'y a pas de série. La veille de la compétition, on a une non-stop qui donne un peu des indications sur les temps qu'on peut faire sur la compétition, mais c'est souvent faussé parce que comme on savait qu'on allait assez vite par rapport aux autres, on a levé le pied sur 2 passages, donc ce qui nous mettait dans les 3-4 premiers à la non-stop. Voilà. C'est des techniques aussi de compétition. On ne va pas dévoiler la veille ce qu'on est capable de faire. Donc on va revenir sur la veille. La veille, est-ce que tu te rappelles avoir bien dormi ou est-ce que tu étais stressé, anxieux ou peut-être hâte d'en découdre, tout simplement? En fait, il y a les deux. On a quand même un stress qui monte puisque c'est quand même une course. On ne peut pas se rater. On n'a qu'un passage, donc on ne peut pas se rater. Par contre, quand on sait qu'on est dans les meilleurs, on a quand même moins de stress que les autres. Et puis, on est plus décontracté. Et ça se voit sur la façon de manger, d'aller sur l'eau. Aucun problème. Ouais, vous étiez en décontraction. Bon, après, il y a toujours quand même un peu l'appréhension de savoir est-ce que le jour J, ça va bien se passer. Il peut y avoir peut-être des chutes, je ne sais pas si on peut chuter. Il peut y avoir des... C'est éliminatoire, ça, par exemple? Oui, on peut faire un dessalage, et là, c'est fini. Tu peux nous expliquer le dessalage? Alors, le dessalage, ça veut dire se retourner et puis nager. Donc là, c'est vraiment fini. Donc ça, c'est éliminatoire. Ouais. Donc en fait, tu joues toute ta compétition sur une seule course, sur une seule descente de rivière. Oui. Tu te bats et contre tes adversaires et contre le chronomètre. Voilà. Et tu sais à peu près quel temps tu dois faire pour avoir une médaille ou pas? Non. Non, vous savez pas ça à l'avance. Vous savez que vous êtes un peu plus fort que les adversaires, mais tu te dis pas il faut descendre en tant de temps d'ailleurs. On savait qu'on allait descendre dans les 25 minutes. On savait le temps de la course, on savait que c'était dans les 25 minutes, mais après, savoir si c'était en dessous ou au-dessus, très difficile à dire. Et puis, comme on partait les derniers, on a calculé toute notre course sur les temps de passage. Donc, vous avez calculé à peu près les temps de passage.
Qui est-ce qui vous le dit? Vous avez un chronomètre sur vous, sur la descente? Vous avez Non, votre alors, coach qui est sur le côté? Vous êtes en avance, vous êtes en retard? Ou Alors, comment ça se passe? On est comme au cyclisme, hein, il y a des pancartes et on affiche les temps d'avance ou de retard. Le matin, est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as un petit rituel? Est-ce que tu procèdes à un réveil musculaire? Est-ce que vous vous entraînez avant cette compétition? Oui, bien sûr, on se réveille très tôt, hein, puisque la course était vers 11h30, et le réveil était à 6h, puisqu'il fallait remettre tout le corps en route. Hein. Le sommeil a été correct, franchement, pas trop de soucis par rapport à ça. Et puis après, on a un petit déjeuner un peu plus copieux que d'habitude, puisqu'il faut attendre quand même quelques heures. Et on a avant la course, on a quelques compléments quand même alimentaires. Prendre des forces, c'est ça? Ouais. Et le matin de la compétition, donc on fait un tout petit footing vers 7h. Et après, on va faire une petite reconnaissance sur l'eau, sur le bas du parcours, pour se remettre en condition en condition et en course. Et à ce moment-là, quand tu démarres sur le lieu de la compétition, là, tu es déjà focus ou petit à petit ça monte plus on arrive à l'heure de ton départ? Est-ce que tu es en forme? Alors bon, en forme, ça on le savait. Donc là, il n'y a pas de problème. Après, ce qui est impressionnant, c'est que les autres catégories partent avant nous. C'est-à-dire que les kayaks-hommes partent en premier, les kayaks d'hommes, les canoës mono, et après les canoës biplaces terminent la course. Et c'est vrai que quand on voit tous nos copains à partir de 9h partir, et puis on se dit, ça approche. Et puis, il y a un moment, il faut monter dans le bateau. Hein. La tension monte? Oui, il faut monter dans le bateau. On monte dans le bateau une demi-heure avant, à peu près. On redescend 5 minutes avant la course. On remonte juste 1 minute et c'est parti. Par rapport à ça, par rapport à la course, le jour J, les conditions climatiques, il y a du vent. Est-ce que ça peut influencer Oui, suivant le passage, il peut y avoir du vent en début de course, pas de vent en fin de course. Est-ce que vous prenez conscience des conditions climatiques? Est-ce qu'il y a des conditions climatiques aussi qui sont favorables à une bonne course? Oui, surtout en descente, quand on a un peu de soleil et 25 degrés, c'est l'idéal. Donc là, comme on courait au mois de juillet, on pensait avoir quand même un peu de soleil. Et le jour de la course, malheureusement, le départ se faisait sur une petite retenue d'eau après un barrage, et il y avait un gros seau. Et là, avant la course, il pleuvait sur ce petit plan d'eau. Là, il pleuvait. Et au fur et à mesure qu'on descendait dans la vallée, le soleil arrivait. Donc on est parti avec de la pluie et on arrivait avec le soleil. À quel moment tu rentres dans ton bateau vraiment? Est-ce que c'est 1 heure avant? Est-ce que c'est tu nous as parlé d'un petit échauffement qui était en bas de la rivière. Oui. Mais vraiment, à quel moment vous rentrez dans le bateau et vous êtes donc derrière ce barrage qui retient un peu cette eau? Alors on monte 20 minutes, une demi-heure avant. On redescend un petit coup pour se dégourdir les jambes et on remonte 3-4 minutes avant le départ. Et là, on refait des petites accélérations légères pour pas quand même... On peut casser la machine des fois. Et après on attend... les autres bateaux partent minute par minute, on les voit tous partir. Donc on attend et quand il faut aller dans le starting, ça y est, c'est à nous, quoi. Donc là, il y a une personne qui vous appelle pour dire Oui. le bateau, l'équipe de France, départ dans X minutes. Oui. C'est ça, c'est un peu comme une chambre d'appel ou Oui, il y a un peu ça. Une chambre d'appel et 1 minute avant, on doit être au départ. Donc c'est-à-dire vers la cellule qui déclenche le chronomètre. Est-ce qu'il existe des faux départs si vous partez avant la minute? Non, en descente, c'est pas possible puisque on peut même partir après le départ puisque c'est une cellule qui déclenche le passage et à l'arrivée, il y a une cellule. Alors, oui, vous n'avez pas la pression comme en athlétisme du starting? Non, pas du tout. Par contre, il y a 2-3 astuces en descente. C'est-à-dire que comme c'est une cellule, certains décalent leur départ de 3-4 secondes, ce qui veut dire que quand on a les temps de passage, puisque celui qui prend le temps de passage, il a 3 ou 4 secondes d'écart. Et là, il faut faire attention à ça. Ah oui, d'accord, c'est une stratégie. Ouais, Il y a de la stratégie. Il y a de la stratégie. Nous, on n'avait pas ça, puisque on partait les derniers. Donc tu es sur la ligne de départ. Tu es dans la zone 1 minute. Tu as dit que tu avais 1 minute pour
pour te rendre sur la ligne de départ. Est-ce que tu as des mots d'encouragement avec ton coéquipier? Est-ce que vous vous parlez? Est-ce que vous vous motivez? Bien sûr, on se parle tout le temps. C'est-à-dire que je sais que le dernier mot qu'on s'est dit, on dit ça y est, c'est parti. Voilà. Et la cellule après s'est déclenchée. Est-ce que vous avez une stratégie qui est mise en place? Alors, nous, notre stratégie, c'était vraiment à cause de notre bateau, puisque pour ce championnat du monde, on avait créé un bateau avec un constructeur et notre bateau était très instable. Donc la stratégie, c'était de ne pas prendre de risques dans les gros rapides. Et par contre, dès que les rapides étaient moins importants, aller très très vite. Et c'est vrai que la première partie, au premier chronomètre, on savait qu'on aurait du retard sur des Français, puisqu'ils allaient très très vite dans les rapides. Mais on s'est dit, c'est pas très grave. Donc au premier chrono, on avait 9 secondes de retard. Mais on s'est dit, bon, bah là, c'est bon, parce qu'ils vont s'écrouler plus loin, parce qu'on les connaissait très bien. Et ensuite, on a commencé à vraiment être dans la course après ce gros rapide. Et là, tout s'est déroulé vraiment à une vitesse incroyable. Je trouve ça important de parler de bateau. Vous n'avez pas tous le même bateau. Non, puisque sur les compétitions, on a des constructeurs qui nous sponsorisent. Donc chaque constructeur sort un bateau et les bateaux sont différents. Et donc justement, par rapport à ça, les bateaux sont différents. Chaque nation peut avoir un bateau différent du vôtre. Est-ce qu'il y a un contrôle? Je sais pas, oui. Une nation qui mettrait un moteur, quelque chose comme ça, ou un flotteur, ou je sais pas, quelque chose qui aiderait. Je pense qu'il y a un contrôle. Oui. Contrôle. On a des poids minimums respectés et aussi longueur et largeur. C'est-à-dire que si on a un bateau trop long, en général, on va un peu plus vite. Donc, ce qui est important, c'est qu'on ait tous la même longueur, la même largeur et le même poids. Et donc, ce contrôle de bateau, il se fait la veille de la course? Alors, le contrôle, oui, il se fait la veille avec les balances, les poids, tout ce qui va avec, quoi. Des jauges pour la largeur, des jauges pour la longueur. Et ça, vous assistez à ce contrôle-là ou c'est bien sûr, les coachs ou c'est... Non, c'est nous qui amenons notre bateau au contrôle, puisqu'il est poinçonné. Nos gilets de flottabilité sont aussi poinçonnés, puisqu'on peut courir qu'avec ceux-là le jour de la course, parce qu'une fois que c'est tout contrôlé, on ne peut plus changer quoi que ce soit. Donc top départ, vous commencez votre course. La course est très longue, tu nous as dit 25 minutes. Oui. Je pense que dedans, il y a énormément de douleur. Est-ce que vous gérez cette douleur? Alors, avec l'entraînement, on n'a pas de douleur. Franchement, puis on n'y pense pas de toute façon. Même s'il y avait des douleurs, on n'y pense pas. Non, mais il n'y a pas de douleur. On est tellement habitué à être dans ces bateaux que c'est presque une routine. Mais sauf que là, on est dans une autre configuration puisque c'est quand même le championnat du monde. Et est-ce que donc c'est parti comme mon frère l'a dit, donc on est parti. Donc quand vous avez votre premier temps de passage, qu'est-ce que vous vous dites? Vous êtes en avance, vous êtes en retard, on en met un coup? Le premier temps de passage, tu te souviens un petit peu? Oui, on est en retard de 9 secondes. 9 secondes sur d'autres Français? Sur d'autres Français qui ont fini 3e. Donc on se dit, bon, c'est pas catastrophique puisqu'on a fait les plus gros rapides avec ce bateau. Maintenant, on peut vraiment donner tout ce qu'on peut pour repasser devant. Et 7 minutes, on avait des contrôles tous les 7 minutes à peu près. Et les 7 minutes suivantes, on avait déjà 12 secondes d'avance. Donc, donc au deuxième temps de passage, vous êtes 12 secondes en avance. Donc voilà. Vous avez pu gérer les 3 autres temps de passage. Ah oui. Là, après, est-ce que tu te souviens si tu avais gagné du temps encore ou tu étais dans la gestion de ces 12 secondes? Ou est-ce que dans ta tête, psychologiquement, voilà, on a 12 secondes d'avance au deuxième passage, on continue, on gère? C'est quoi l'état d'esprit un petit peu avec... Là, on ne se pose pas de questions. On a 12 secondes, on essaie d'aller encore plus vite sans se rater, puisque bon, il y a quand même des rochers, il y a des passages, mais on se dit, de toute façon, là maintenant, on ne peut plus perdre. Donc, on y va. C'est vrai qu'on n'arrive pas bien à se rendre compte. 9 secondes, c'est énorme dans une descente? Parce que sur 25 minutes, on pense que c'est pas grand-chose, mais... oui, c'est quand même assez important, puisqu'il faut les regagner. Donc, il faut vraiment être sûr de son coup, quoi. Et c'est vrai qu'on n'a pas forcément parlé. Est-ce que vous êtes vraiment ensemble?
sur le bateau, est-ce que vous pagayez tout le temps au même endroit ou est-ce que vous êtes... Ouais, c'est complètement synchro. C'est vraiment très important d'être synchro. Bon, il y a des moments où il faut faire des virages. Et là, il faut vraiment être très très synchro parce qu'il y a une gîte importante du bateau pour tourner, parce que ce sont des bateaux très directeurs. Donc il faut gîter. Et puis, il faut que les manœuvres soient vraiment ensemble. Donc vous êtes vraiment synchronisés, donc les deux à droite, les deux à gauche. Ouais. Okay. Ouais. Ouais, c'est important parce que c'est vrai qu'on pensait que vous y alliez... Ah non, tout est calculé. Hein. D'où l'entraînement qui est super important, donc de faire tout ensemble. Alors pour l'entraînement, on avait des petits trucs que j'ai expliqué par la suite aux autres descendeurs pour que le bateau navigue le plus à plat possible, puisque quand on est à plat, on va vite. On mettait une bouteille d'eau dedans et si elle bougeait, ça veut dire que le bateau n'est pas à plat. Toujours, on va parler, donc tu es 12 secondes d'avance maintenant. Donc ta stratégie, est-ce qu'elle change ou vous êtes toujours dans votre truc, on va prendre du temps? Vous n'êtes pas à vous dire 12 secondes c'est énorme, on va ralentir. Non, il n'y a pas de... Non, là je crois qu'on ne calcule pas. Après, on ne calcule plus. Hein. C'est vraiment dire, voilà, on est à fond et il faut qu'on y reste. Oui, vous allez au bout de l'effort. Oui, la douleur, oui. vous n'en avez pas. Peut-être au bout d'un moment, au bout de 20 minutes, je pense que... c'est la fin de course qui est dure. Voilà. Donc on va se replonger un petit peu justement dans la course. Donc premier temps de passage, 9 secondes de retard. Deuxième temps de passage, 12 secondes d'avance. Tu te souviens un petit peu ton troisième temps de passage? Oui, après... à la mi-course, on est à la mi-course là. Après, au troisième temps, on était à 17 secondes d'avance. Vous regagnez encore? On regagne encore. Et le dernier temps de passage, à l'arrivée, on était avec 26 secondes d'avance. Ah oui, d'accord. Donc c'est une sacrée victoire. Tout ça, je me rappelle vraiment comme si c'était hier. Comme si c'était hier, 26 secondes d'avance. C'est à la fois énorme et juste ou... C'était logique. C'était logique. Oui, par rapport à ce qu'on avait vu, ce qu'on avait fait sur les autres courses internationales, c'était logique. Est-ce que vous étiez attendu? Est-ce que les autres, en vous regardant, par exemple, ils vous croisaient, ils disaient mince, la médaille d'or, elle n'est pas pour nous, ils sont là? Alors, oui, en gros, tout le monde savait que cette année-là, on était presque imbattable, mais une erreur se fait et tout est raté, quoi. Mais tout le monde savait qu'on était vraiment dans les 3 meilleurs mondiaux. Donc la paire Jean-Jacques Haïn et Daniel Jacquet donc franchit la ligne d'arrivée en tête avec 26 secondes d'avance. Donc là, vous êtes champion du monde. Oui. Quels sont tes premiers mots ta première pensée, comment ça se passe à la ligne d'arrivée? Alors, à vrai dire, il n'y avait plus de pensée. Parce qu'on est venu nous sortir du bateau. Puisque au bout de 25 minutes, quand même, le corps a bien fatigué. On est venu nous sortir du bateau. Et puis, après, on pense, à tout, un peu à tout le monde. On pense à notre famille, hein, forcément, puisque la famille n'est pas là. On pense à nos entraîneurs du début. On pense à notre club aussi. Moi, je sais que j'ai pensé beaucoup au club d'Auxerre, puisque c'est lui qui m'avait permis d'être à ce niveau. Et puis, on pense aussi à la France, puisqu'on est avec les maillots français. Et c'est vrai que ta première pensée, ça retrace un peu toute ta carrière, vu que tu as dit que c'était un peu ta dernière course en tant que professionnel du canoë. Oui, alors l'individuel n'était pas tout à fait la dernière, puisque le lendemain, on avait la patrouille. Ce qu'on appelle la patrouille, c'est par équipe de 3 bateaux de la même catégorie. Mais la patrouille, c'est différent. C'est qu'on est 3 bateaux pareils sur l'eau. C'est moins compliqué. Donc ensuite, on te sort du bateau. C'est à ce moment-là où tu te rends compte de l'effort que tu as fait pour en arriver là. Tu dis qu'on te sort du bateau, ça veut dire que plus d'énergie, plus rien? Il n'y a plus rien, hein. Donc on tient tout juste dans le bateau, puisque l'arrivée, il y avait un gros passage, très gros passage, qu'on a négocié vraiment tranquillement, puisqu'on avait pas mal d'avance. Et il restait 3 minutes de course, mais sur pratiquement un tout petit rapide en clapot. Et ce qui a été formidable, c'est que tous les membres de l'équipe de France et du staff ont couru pendant les 3 minutes pour nous encourager. Ah, super. Les 3 dernières minutes, toute l'équipe de France et tout le monde était là, puisqu'on était le dernier bateau.
Et ça, c'était vraiment... ça me donne encore des frissons. Ouais, Nous aussi. Ça se voit, et nous aussi, C'est vrai qu'on n'en a pas parlé. À quelle vitesse à peu près un bateau de canoë biplace se déplace? Alors, sur une rivière, on arrive à atteindre les 15-17 km. Ah oui, d'accord. Ça va quand même assez vite. Oui, ça va très vite. Remise de médaille, du coup, comment ça se passe quand tu sors du bateau? Donc, c'est l'équipe de France qui vient te féliciter, qui vient te féliciter. Oui, alors tout le monde se félicite forcément, hein, puisque cette année-là, les 3 canoës français avaient fait 1, 2, 3. Donc c'était vraiment... l'équipe de France était très forte cette année-là. Et les autres catégories, on avait un champion du monde par catégorie. C'est-à-dire que toutes les catégories ont été gagnées par les Français. C'est-à-dire le kayak homme, le kayak dame, le canoë mono homme et le canoë biplace homme. Donc les catégories, on avait tout gagné. Voilà. Donc le Pays de Galles était français ce jour-là. Ah oui, complètement. On peut Complètement. le dire. Donc du coup, tu te retrouves sur le podium avec tes potes. Hein, donc Oui. toi, tout en haut, et puis les 4 autres potes sur Oui. la deuxième et troisième 6 marche. Français sur le podium, c'est Ouais. magnifique. Donc je C'est- pense que la Marseillaise a été chantée. Ah, bien sûr, là, puis ça fait quelque chose d'être sur ce podium et chanter la Marseillaise avec ses copains, oui. Et c'est vrai qu'il y avait quand même pas mal de Français qui étaient venus voir les courses et ils étaient tous à chanter la Marseillaise. Ah, c'était super. Et ensuite, donc, tu as dit que ta famille n'était pas présente à cette compétition, malheureusement. Quand tu rentres en France, comment se passent les retrouvailles avec tes proches? Alors, déjà, en France, le journal local avait fait un article important avec notre bateau et nous en première page. Et c'est mon épouse qui m'avait dit ça. C'est qu'elle va acheter le journal dans un bureau de tabac. Et la toute petite, qui avait 3 ans, hein, ma fille qui avait 3 ans, a dit « Mais c'est mon papa, mais c'est mon papa, mais c'est mon papa ». Et tous les gens, ils regardaient cette petite. Voilà. C'est la fierté de la petite fille à son papa. On connaît bien, nous, avec Tintin, on aimerait bien rendre fiers nos Ah bah bien sûr. Oui. enfants et notre fille comme tu as pu le faire avec la tienne. Oh, bah après, donc quand on rentre, le club nous attendait forcément. Hein, on est rentré, le club nous attendait. Et, bon, il y a eu une petite fête au club, ça c'est normal. Et puis après, il y a tous les réceptions mairie, préfecture, etc. quoi. Chose un peu plus cadrée pour Oui. vous féliciter. D'accord. Eh ben écoute, moi je tenais vraiment à te remercier déjà pour tout ce que tu nous as dit, tout ce que tu nous as fait passer par cette belle victoire. Vraiment félicitations, c'est une énorme performance. Champion du monde de descente, surtout que tous les Français ont raflé toutes les médailles. Ça c'est vachement cool. Si on devait donner une morale à cette success story, laquelle serait-elle? Qu'est-ce que tu dirais de cette, pas forcément de cette journée, mais peut-être de ta carrière? Qu'est-ce que ça t'a apporté dans la vie de tous les jours, ton sport? Alors, ça m'a apporté surtout un travail, puisque en étant quand même champion, j'ai pu passer le brevet d'État. Et ce qui m'a permis d'être conseiller technique départemental à l'époque et ensuite conseiller technique régional de canoë. Donc de cette magnifique carrière, tu en as tiré quoi au final? Surtout, ce que j'ai appris, c'est que j'ai appris à rencontrer beaucoup de monde, à être vraiment à l'écoute des autres et aussi qu'il y a dans cette carrière, dans le sport, beaucoup d'amitié. Il y a certains qui ont couru avec moi et on se voit encore au moins une fois par an. Et ça, c'est important. Maintenant, tu as fait quoi? Donc ton après sport de haut niveau, donc tu étais CTR canoë, kayak, Oui, c'est ça? CTR canoë kayak. D'accord. Et du coup, donc qu'est-ce que tu as fait jusqu'à maintenant? En fait, je suis resté au ministère des Sports jusqu'en 1996, j'étais CTR de canoë-kayak. Ensuite, je suis venu à Mâcon. C'est comme ça que je suis arrivé à Mâcon, puisqu'il y avait un poste à la direction départementale. Et être CTR, c'est pas toujours drôle. Donc, j'ai pris une place, entre guillemets, un peu plus tranquille. Et par contre, avec les évolutions du ministère,
2007, j'ai souhaité retrouver la partie sportive, puisqu'il faut dire que la direction départementale avait beaucoup changé et le sport, on le voyait de loin. Donc j'ai souhaité retrouver une carrière sportive. Je suis parti au Krebs de Dijon, et ce qui m'a permis d'être le responsable du haut niveau et côtoyer encore pas mal de sportifs et m'occuper de tous les pôles espoirs du Krebs de Dijon. Est-ce que tu es en contact un peu avec les champions de canoë-kayak? On va parler de Tony Estanguet. Alors bon, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai couru avec le père de Tony Estanguet. Donc voilà, et Tony Estanguet, bon, maintenant il a un autre niveau, il est moins abordable, mais quand on le voit au sein de la fédération, c'est vrai qu'on peut discuter très facilement avec lui. Et les auditeurs ne le voient pas, mais on voit que tu as un t-shirt Les Pagaies. Est-ce que tu peux nous parler? Est-ce que c'est ton... Alors, voilà, et quand en retraite, je me suis dit quand même, je ne pouvais pas laisser le canoë qui m'a tout apporté dans ma vie comme ça. Et j'ai monté une petite micro-entreprise, mais toute simple, hein, c'est de la location de canoë-kayak, de stand-up paddle, et puis aussi un peu des cours pour les jeunes de mon coin. Et ça se situe où? Ça se situe à Ratnel, donc c'est sur la Seille. C'est un petit village et il y a un embarquement qui est juste pas loin de ma maison, quoi, à 300 mètres. On viendra te rendre visite. Ouais, on invite nos auditeurs à aller faire la descente avec un ancien champion du monde en conseil, ça peut être intéressant. Juste, donc dans le podcast La Gagne, on a une petite question signature. Si tu avais 3 mots pour décrire cet événement, ta gagne, lesquels seraient-ils? La volonté, l'amitié et le soutien. Eh ben merci Jean-Jacques en tout cas pour cette interview, c'est très très agréable et merci pour ce partage. Voilà, avoir des champions comme toi, de faire passer autant d'émotions à nous et à nos auditeurs, c'est toujours un plaisir. Merci d'avoir été sur La Gagne et puis merci de nous avoir fait partager ce moment. Et merci à vous deux aussi de m'avoir invité ce matin. C'est la fin de cet épisode, les winners. Et comme je n'étais pas présente, je remercie à mon tour Jean-Jacques Haïn d'avoir répondu au micro de La Gagne. Je me suis personnellement régalée de toutes ces anecdotes. C'est comme si j'y étais, avec toute la Team France, à courir pour les encourager. Cette cohésion d'équipe m'a fait frissonner. Ce qui m'a frappé aussi dans l'histoire de Jean-Jacques, c'est la connexion à la nature, quand il nous parle des rapides et des rochers de cette rivière à Bala, au Pays de Galles. D'ailleurs, si vous aussi vous vous êtes senti comme un poisson dans l'eau, n'hésitez pas à partager cet épisode sur vos réseaux sociaux en nous taguant @lagagnepodcast tout attaché. N'oubliez pas non plus de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast si vous le pouvez, ça nous aide beaucoup. On compte sur vous. Avec Martin et Clément, on vous donne rendez-vous lundi, dans 2 semaines, pour une nouvelle histoire de gagne. On reste en contact sur les réseaux sociaux et on vous dit à très vite les winners. Et surtout, n'oubliez pas d'avoir la gagne.